Bonjour à tous, je vais aborder aujourd'hui un manifeste qui est au cœur de notre action, puisqu'il s'agit du manifeste du CEDIF. Pour nous, au CEDIF, la famille est le pilier d'une société de liberté. Si nous disons ça, c'est parce que nous savons que les régimes totalitaires ne se sont pas trompés. Pour ces régimes totalitaires, l'individu doit abdiquer sa souveraineté, sa liberté, il doit être nu sous le regard de l'État, et aucune institution ne saurait s'interposer entre lui et l'État, puisque cet État se veut seul garant de la protection et seul capable de sanctionner. Dans un régime totalitaire, on ne parle plus vraiment de famille ou de parents. Ceux-ci doivent abandonner leur mission et doivent être niés en tant que première des institutions. Les enfants sont coupés de leurs liens naturels par le biais de différents organismes sociaux. Ils deviennent le produit du totalitarisme. Ils sont éduqués, soumis, dociles à l'autorité de fonctionnaires, sans trop d'âme ni de sentiments. Les enfants ne sont plus éduqués par leurs parents. Le totalitarisme nous est insupportable, et face à ce totalitarisme, nous prônons le principe de subsidiarité qui est le fondement de la justice et de l'épanouissement des enfants. Qu'est-ce que ce principe de subsidiarité ? Eh bien, c'est celui qui permet effectivement le libre épanouissement des enfants. C'est celui qui leur permet de trouver en leur famille le premier des repères, le lieu où ils peuvent se construire en tant qu'individus autonomes. Ce principe de subsidiarité veut dire qu'autant que possible, une responsabilité soit assumée par l'échelon de base. Il en découle que dans une société libre, cet échelon de base, ce sont les parents qui doivent demeurer la référence des enfants. Et à ce titre, les parents ont le devoir et la responsabilité de pourvoir à l'éducation de leurs enfants selon les principes qui sont les leurs. Ce principe est un préalable absolument incontournable dans tout débat sur l'éducation et sur la protection de l'enfance. Rejeter le principe de subsidiarité, c'est ne pas parler d'éducation ni de protection de l'enfance, mais d'embrigadement. Donc ce principe est un garde-fou qui protège notre société d'une dérive totalitaire, fondée sur la remise en cause de la première des institutions, la famille. La famille est donc une arme. Suivant ces principes, il faut définir les prérogatives des services de protection de l'enfance. Certes, il est heureux que nous soyons sortis du modèle du pater familia ayant droit de vie ou de mort sur sa progéniture. Mais c'est bien dans le respect du principe de subsidiarité que l'échelon institutionnel services sociaux doit intervenir. Et il ne peut intervenir alors que lorsque l'échelon de base, qui est la famille, a failli dans l'exercice de ses responsabilités d'entretenir, de protéger et d'éduquer ses enfants. Évidemment, une telle déchéance n'est possible que pour incapacité avérée. Ceci nous amène à nous interroger quant aux conséquences de la subjectivité d'un enquêteur social sur l'avenir d'une famille. Quel élément permet de dire que les parents ont failli ? Quelle légitimité possède l'État pour s'immiscer dans l'intimité des familles, voire pour leur retirer les enfants ? Nous constatons qu'au nom de la lutte contre les soi-disant situations de mise en danger dans les familles, des institutions étatiques décident de troquer la liberté des parents pour la sécurité des enfants. Et ce faisant, elles n'obtiennent ni la liberté des parents, ni la sécurité des enfants. Parce qu'il faut parler des errements des services sociaux. Et si nous pouvons dire que les services sociaux ont voulu se créer une légitimité par leur volonté affichée de prévenir les maltraitances, il suffit de jeter un œil dans la chronique judiciaire. Et nous verrons que dans de très nombreux cas, ces mêmes services sociaux sont devenus des sévices sociaux. Rester sans réaction face à des enfants mourant de privation de soins et de maltraitance. Et à contrario, il y a beaucoup de scandales qui ont été suffisamment peu médiatisés autour de placements d'office, montrant que les services sociaux peuvent devenir l'instrument du malheur des parents, à coup d'interventions maladroites et quelquefois mal intentionnées. À cela s'ajoutent les procédures abusives et les dénis de justice, sans compter le fait que nos travailleurs sociaux se prennent pour des experts de la vie familiale et rendent des rapports qui sont la plupart du temps à charge des familles et qui pourtant sont considérés comme expertise par les magistrats. C'est un problème. C'est un problème surtout quand on sait que cette profession est particulièrement idéologisée. Si l'aide sociale à l'enfance continue de susciter des vocations, elle le fait surtout dans les couches d'une population éprise de transformation sociale, des idéologues, des gens qui sont dans une situation d'échec social, de ressentiment social. Ces gens-là ignorent à peu près tout du fonctionnement normal des familles. Les travailleurs sociaux des associations, les fonctionnaires de l'ASE, les enquêteurs de la PJJ, les assistantes sociales, les divers psychologues et autres auxiliaires de l'enfance se situent dans une relation ambiguë avec les parents.
censé leur apporter un soutien, ces personnes prennent souvent en charge des gens dont ils tentent de suppléer leurs insuffisances en maniant la récompense de l'aide financière et le bâton des mesures de placement. Et même si parfois ils admettent que l'effet de leur intervention a aussi des conséquences désastreuses, ils mettent en avant leurs bonnes intentions, leur manque de moyens, enfin leur prétendu manque de moyens. Quand on perçoit 11 milliards d'euros par an avec les résultats qu'on connaît, on ne peut pas parler de manque de moyens. C'est donc au nom d'un certain principe de sécurité que le flicage des familles est organisé. Avec un minimum de recul, cette circonstance atténuante d'agir pour la sécurité est inepte. Les travailleurs sociaux n'ont pas attendu le malheur de nos mômes pour mettre en application un principe de précaution à leur sauce contre l'influence de l'institution familiale. Ils s'inquiètent moins du vécu des enfants que de la condition sociale et culturelle des familles. Pour eux, les parents coupables de pression scolaire ne sont pas moins dangereux que les déments qui finissent par couler leur progéniture dans le béton. Nous avons donc des travailleurs sociaux qui refusent de faire la part entre les principes éducatifs parentaux qu'ils refusent, au nom d'une conception 68 de la société, puis d'une loi sur les violences éducatives ordinaires, et les véritables situations de dangerosité. Les travailleurs sociaux renoncent clairement à leur seule raison légitime d'agir, une raison objective et incontournable pourtant dans toute société civilisée. On est là dans l'ingénierie sociale. Il ne peut être concevable que des éducateurs se croient chargés de mission de transformation de la société, en pourfendant une structure familiale qu'ils considèrent comme reproductrice d'une structure sociale qu'ils rejettent. Ce faisant, les voilà qu'ils participent à des décisions, qu'ils insufflent des décisions en tant qu'experts, avec des conséquences qui peuvent être dramatiques sur le sort des familles. Ainsi, l'appareil des travailleurs sociaux veulent privilégier jusque devant les tribunaux certaines conceptions éducatives peu défendables au détriment d'autres conceptions solides, mais trop bourgeoises à leur goût. Pourtant, on ne saurait protéger les enfants en considérant la famille comme source d'aliénation sans faire peser une menace grave sur leur équilibre psychologique et sur les repères sociaux. Il importe donc de dénoncer, de poursuivre et de faire casser ceux qui s'abritent derrière leurs tâches pour se mêler d'ingénierie sociale au détriment de la valeur de la famille. Je vous remercie. Voilà notre credo au CEDIF. Nous défendons l'institution familiale, aussi bourgeoise soit-elle, que ça déplaise ou non aux travailleurs sociaux qui, malheureusement, font le malheur des familles, et ça, on ne saurait le dénoncer suffisamment. Merci.